La première personne à m'avoir jamais vue sans ma perruque n'était pas ma fiancée. Ce n'était pas mon oncologue. Ce n'était même pas ma mère. C'était une petite fille de 7 ans, assise à côté de moi dans la salle de chimiothérapie. Elle a regardé mon crâne chauve, a souri, a retiré sa propre casquette de baseball rose, et a murmuré « Maintenant, on est pareil ». Puis elle a gloussé. Cette petite fille m'a donné plus de confiance en 10 secondes que ma famille ne m'en avait donné en 30 ans. Elle s'appelait Lily. Elle est décédée 4 mois avant mon mariage. Chaque année depuis, je porte toujours sur moi la minuscule grue en papier qu'elle a pliée pour moi lors d'un de nos traitements. Elle est dans ma boîte à bijoux, à côté de mon alliance. Non pas parce que j'aime me souvenir du cancer, mais parce que je refuse d'oublier le courage. Mon nom est Claire Donovan. J'avais 30 ans quand j'ai épousé le seul homme qui, en me regardant, a vu un avenir au lieu d'un diagnostic. Mais avant que je ne remonte cette allée, ma propre famille a essayé de transformer le pire chapitre de ma vie en divertissement public. Ils pensaient qu'arracher ma perruque me détruirait. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de se détruire eux-mêmes à la place. 2 ans avant le mariage, j'ai découvert une grosseur en me préparant pour le travail. J'ai failli l'ignorer. J'étais occupée. Tout le monde est occupé. Je me suis promis de prendre rendez-vous chez le médecin après la date limite d'un projet. 3 semaines plus tard, je l'ai finalement fait. En 10 jours, j'ai entendu 3 mots qui ont divisé ma vie de manière permanente, en un avant et un après, vous avez un cancer. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Je me souviens des lèvres du médecin qui bougeaient. Je me souviens d'avoir hoché la tête. Je me souviens m'être demandé pourquoi tout le monde dans la salle d'attente avait l'air si normal. Comment des inconnus pouvaient-ils continuer à parler de listes de courses, alors que mon avenir tout entier venait de basculer? La chimiothérapie ne faisait pas mal comme la télévision le laisse croire. Pas au début. Ce qui faisait mal, c'était tout ce qui disparaissait après. La nourriture avait un goût de métal. Monter les escaliers devenait épuisant. Les amis ont cessé d'appeler, parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Puis un matin, je me suis brossé les cheveux. La moitié est restée dans la brosse. Le reste, dans mes mains. Je suis restée assise sur le sol de la salle de bain pendant près d'1 heure. Non pas parce que je croyais que les cheveux me rendaient belle. Mais parce que les perdre rendait tout soudainement réel. Cet après-midi-là, j'ai rasé le reste. Je voulais que ce choix m'appartienne, à moi, et non au cancer. Mon fiancé, Ethan Parker, est rentré à la maison avec des courses. Il m'a trouvée debout devant le miroir de la salle de bain, complètement chauve. Je ne pouvais même pas le regarder. Je suis désolée. Il a froncé les sourcils. Pourquoi? J'ai montré ma tête. Pour ça. Il s'est approché, a posé ses 2 mains sur mon visage, et a embrassé mon front. La femme que j'ai demandée en mariage, a-t-il souri, est toujours là, juste ici. Puis il a disparu dans le garage. 5 minutes plus tard, il est revenu avec une tondeuse électrique. Qu'est-ce que tu fais? Il l'a branchée. Si tu fais de la chimio, a-t-il souri, je fais de la solidarité. Avant que je ne puisse l'arrêter, il s'est rasé la tête. Quand il a eu fini, il avait l'air ridicule. Son crâne avait 3 petites cicatrices que je n'avais jamais remarquées auparavant. J'ai ri si fort que j'en ai pleuré. Il a souri. Tu vois, on a tous les 2 l'air bizarre maintenant. C'était tout Ethan. Il trouvait toujours un moyen de rendre la peur plus petite. Mes parents ont réagi différemment. Maman a pleuré, non pas parce que j'étais malade, mais parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de parler du mariage. Et si tes cheveux ne repoussent pas? J'ai cligné des yeux. J'essaie de survivre. Je sais, mais les photos de mariage, c'est pour la vie. Papa est resté étrangement silencieux. Mon jeune frère, Mason, n'a pas été silencieux. Il a regardé mon crâne chauve une fois, puis a ri. Alors, Claire, tu vas économiser sur le shampoing. Maman a même souri. Mason. Elle a secoué la tête en riant. Tu es terrible. Personne ne lui a dit de s'excuser.
Personne ne m'a demandé si j'allais bien. La blague est simplement devenue une autre histoire de famille. Un autre rappel que ma douleur existait principalement pour le divertissement de quelqu'un d'autre. Contre toute attente, le traitement a fonctionné. Au printemps suivant, mes scanners ne montraient aucune maladie active. Mon oncologue a souri. Vous avez gagné le droit de recommencer à planifier votre avenir. 3 semaines plus tard, Ethan m'a redemandé en mariage. Même homme, bague différente, endroit différent. Cette fois, il s'est agenouillé dans le jardin de l'hôpital où nous avions passé tant d'après-midi à faire semblant de ne pas avoir peur. Je me suis dit, a-t-il souri, que cet endroit méritait un souvenir plus heureux. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini de demander. L'organisation du mariage est devenue étonnamment paisible. Non pas parce que ma famille avait changé, mais parce qu'Ethan s'est discrètement occupé de la plupart des choses. Il a engagé les prestataires, rencontré les photographes, goûté les gâteaux, et même choisi les fleurs. Il disait, « Tu as passé assez de temps assise dans des salles d'attente. Laisse-moi gérer ça. » Pendant des mois, tout a semblé plein d'espoir. Jusqu'à exactement 9 jours avant le mariage, lorsque je suis passée chez mes parents pour déposer des mises à jour sur les invitations. Je n'étais pas censée les entendre. Maman et Mason étaient assis sur la terrasse arrière. La fenêtre de la cuisine était ouverte. Mason a ri. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle porte une perruque. Maman a répondu sans hésiter. Le marié mérite une vraie femme, pas un fantôme chauve. Ils ont ri tous les deux. Je suis restée dehors, tenant une boîte de marque-place. Aucun d'eux ne savait que j'étais là. J'ai doucement fait demi-tour, je suis retournée à ma voiture, et je suis partie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé Ethan. Au lieu de ça, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des copies. Chaque SMS, chaque message vocal, chaque email cruel, chaque facture d'hôpital que j'avais secrètement payée moi-même, après que mes parents eurent promis de m'aider et ne l'eurent jamais fait. Chaque document, chaque reçu, chaque parcelle de vérité, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que quelque chose en moi a finalement murmuré, « Un jour, tu auras besoin de preuves. » Je ne savais pas quand, je ne savais pas pourquoi, mais pour la première fois, j'ai cessé de collectionner des souvenirs et j'ai commencé à collectionner des preuves. Le matin du mariage est arrivé sous un ciel bleu clair. La suite de la mariée bourdonnait de rire. Une musique douce jouait en fond sonore. Mes demoiselles d'honneur m'aidaient à ajuster mon voile. Je me suis regardée dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vu le cancer. J'ai vu une mariée. Puis la porte du dressing s'est ouverte. Mason est entré, portant un paquet cadeau. J'ai un cadeau de mariage. Il a souri. Pour que tu te souviennes toujours de ce jour. Quelque chose dans son sourire semblait faux. Très faux. Il est passé derrière moi, a posé ses 2 mains sur mes épaules. Puis, sans prévenir, il a attrapé ma perruque et l'a arrachée. La pièce a explosé en cris. Mon voile est tombé à côté. Ma mère a applaudi une fois, puis a ri. Le marié mérite une vraie femme, pas un fantôme chauve. À ce moment précis, la porte de la suite s'est de nouveau ouverte, mais ce n'était pas Ethan. C'était quelqu'un que personne d'entre nous ne s'attendait à voir. Mon oncologue, le docteur Rebecca Sloan. Elle était venue livrer quelque chose qui, insistait-elle, ne pouvait pas attendre la fin de la cérémonie. Elle s'est arrêtée sur le seuil, a regardé mon crâne chauve, a regardé ma famille, puis a posé tranquillement une seule question. À quoi suis-je en train d'assister, exactement? Le docteur Rebecca Sloan n'a pas élevé la voix. Elle n'en a pas eu besoin. Le silence dans la suite de la mariée est devenu presque insoutenable. Ma perruque gisait toujours sur le sol poli. Mon voile avait glissé à côté. Personne ne s'est baissé pour ramasser l'un ou l'autre. Ma mère s'est lentement retournée. Oh, je n'avais pas réalisé que nous avions une autre invitée. Le docteur Sloan n'a pas répondu. Elle a marché droit vers moi. Ses yeux ont rapidement examiné mon visage. Ma respiration, ma posture. Des années à traiter des patients atteints de cancer avaient rendu certains réflexes automatiques.
Claire, ça va? J'ai hoché la tête. Je vais bien. Elle a regardé mon frère, puis ma mère. Finalement, elle a demandé doucement, qui lui a enlevé sa perruque? Mason a haussé les épaules. C'est moi. C'était juste une blague. Le docteur Sloan l'a fixé pendant plusieurs secondes. Une blague? Il a ri. Elle est guérie. Pourquoi fait-elle encore semblant? Avant que je ne puisse répondre, le docteur Sloan a parlé. Savez-vous combien de patientes refusent de quitter leur domicile après la chimiothérapie, parce qu'elles ont peur d'exactement ça? Le sourire de Mason s'est effacé. Elle a continué. Savez-vous combien de mariées annulent leur mariage parce qu'elles sont terrifiées que quelqu'un les humilie? Personne n'a répondu. Le docteur Sloan a balayé la pièce du regard. Je travaille en oncologie depuis 22 ans. J'ai vu des mères dormir sur le sol des hôpitaux pendant des mois, à côté de leurs filles. J'ai vu des pères se raser la tête. J'ai vu des frères apprendre à nettoyer les pores de chimiothérapie. Elle a regardé Mason droit dans les yeux. Et aujourd'hui, j'ai vu un frère humilier publiquement une survivante du cancer, le jour de son mariage. Personne n'a bougé, pas même les photographes. Maman a croisé les bras. Oh, s'il vous plaît. Elle est en rémission. Il faut que tout le monde arrête de la traiter comme si elle était fragile. Le docteur Sloan a répondu calmement. La rémission n'efface pas le traumatisme. Pas plus que la cruauté. Maman a levé les yeux au ciel. Le marié mérite l'honnêteté. Le docteur Sloan a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman m'a montré du doigt. Il mérite une vraie femme. Pas quelqu'un qui se cache sous de faux cheveux. Pour la première fois, le docteur Sloan a semblé véritablement en colère. Elle a lentement sorti la petite enveloppe qu'elle portait. En fait, je suis venue ici pour donner quelque chose à Claire. Elle me l'a tendu. À l'intérieur se trouvait mon dernier rapport de scanner. En haut, en lettres grasses, aucune preuve des maladies. Les larmes me sont montées aux yeux. Le docteur Sloan a souri. Je voulais que vous ayez ça avant de remonter l'allée, pour que ce jour ne soit plus jamais associé au souvenir de votre cancer. Elle m'a doucement serré la main. Il pourrait simplement devenir le jour de votre mariage. Je l'ai serré dans mes bras sans dire un mot. Derrière nous, Ethan est apparu sur le seuil. Il en avait assez entendu. Son expression n'était pas choquée. Elle était déchirante. Il s'est lentement approché, a ramassé ma perruque, l'a tenue dans ses deux mains, puis s'est tourné vers chaque personne dans la pièce. Vous savez ce que je vois? Personne n'a répondu. Je vois la femme qui a passé 16 mois à se battre pour sa vie. Je vois quelqu'un qui souriait en subissant des traitements que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Je vois quelqu'un qui a réconforté d'autres patients alors qu'elle était elle-même terrifiée. Il a regardé ma mère. Qu'est-ce que vous voyez? Elle a haussé les épaules. Un déguisement. Ethan a hoché la tête une fois. Non, je vois du courage. Vous voyez un inconvénient. La pièce est restée silencieuse. L'une des maquilleuses a commencé à pleurer doucement. Une demoiselle d'honneur a pris ma main. Le photographe a baissé son appareil. Il n'était plus intéressé par des portraits de mariage mis en scène. Il était témoin de quelque chose de bien plus important. La coordinatrice de mariage est entrée dans la pièce. Nous sommes prêts dès que la mariée le sera. Ethan m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux faire? La voilà, de nouveau. La question que personne dans ma famille ne m'avait jamais posée. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis regardée dans le miroir. Mon crâne chauve se reflétait sous le voile de mariée. Puis j'ai regardé la perruque dans les mains d'Ethan. Pendant des années, j'avais cru que je devais choisir, cheveux ou confiance. Survivante du cancer ou belle mariée. Ce matin-là, j'ai réalisé qu'il y avait un autre choix. J'ai lentement tendu la main vers ma perruque, je l'ai tenue un instant, puis je l'ai replacée dans sa boîte. La confusion se lisait sur les visages. J'ai souri. J'ai survécu au cancer. Je ne vais pas me cacher pour des photos.
Des halètements ont résonné dans la pièce. Mes demoiselles d'honneur ont immédiatement ajusté le voile sur ma tête chauve. Le docteur Sloan a essuyé ses larmes. La maquilleuse a souri. Vous êtes absolument magnifique. Pour la première fois depuis le début du traitement, je l'ai cru. La cérémonie a commencé avec 25 minutes de retard. Quand les portes de l'église se sont ouvertes, plus de 200 invités se sont tournés vers moi. Je pouvais presque entendre les chuchotements commencer. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Personne ne m'a dévisagé. Personne n'a ri. Les gens souriaient. Certains pleuraient doucement. Une petite fille, assise au deuxième rang, m'a regardée. Elle portait une casquette de baseball rose. Elle a souri, puis l'a lentement retirée. Elle était chauve. Son père lui a doucement serré l'épaule. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux, puis m'a fait un pouce levé. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai eu l'impression que Lily, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé le moyen de revenir à moi. La cérémonie était magnifique. Quand le prêtre a annoncé « Vous pouvez embrasser la mariée », l'église a éclaté en applaudissements. Pendant une heure parfaite, j'ai tout oublié de ce qui s'était passé. Puis la réception a commencé. Juste avant le dîner, les lumières de la salle de bal se sont tamisées. Un écran géant derrière la piste de danse s'est allumé. Mason se tenait à côté du projecteur, souriant. J'ai fait une vidéo de mariage surprise. J'ai senti un œuf se former dans mon estomac. Il a regardé fièrement autour de lui. Celle-ci est pour le marié. La première image est apparue à l'écran. Ce n'étaient pas nos fiançailles. Ce n'étaient pas des photos d'enfance. C'était une photo privée de moi pendant la chimiothérapie. Complètement chauve, vomissant dans une bassine d'hôpital. Puis une autre, et une autre. Des images que personne, en dehors de mes médecins et d'Ethan, n'avait jamais vues. La salle entière a eu un hoquet de surprise. Je me suis lentement tournée vers Mason. Il n'y avait qu'une seule question dans mon esprit. Comment avait-il obtenu ces photos? Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. La première photo remplissait l'écran de la salle de bal. J'étais assise sur un fauteuil de perfusion, avec une intraveineuse dans le bras. Mes yeux étaient fermés. Ma tête était complètement chauve. Une infirmière ajustait la pompe de chimiothérapie. La deuxième photo est apparue. Je dormais dans un lit d'hôpital. La troisième. Je vomissais dans une bassine après un traitement. Puis une autre. Et encore une autre. Chaque image avait été prise à mon insu. La pièce est tombée dans un silence total. J'ai regardé Mason. Où as-tu eu ça? Il a eu un sourire narquois. Ethan mérite de savoir qui il a vraiment épousé. Je l'ai fixé. Il le sait déjà. Mason a haussé les épaules. Maintenant, tout le monde le sait aussi. Il s'attendait sincèrement à des applaudissements. Au lieu de cela, le seul son provenait de quelqu'un qui sanglotait doucement près de la table 6. La mère de Daniel ne pleurait pas. Elle était furieuse. Elle s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. Vous avez volé ces photos? Mason a ri. Elles étaient sur le vieil téléphone de maman. Mon estomac s'est noué. Le vieil téléphone de maman. Celui qu'elle m'avait emprunté en me conduisant à mes rendez-vous de chimiothérapie. Je me souviens lui avoir demandé de prendre des photos de moi, non pas parce que je voulais des souvenirs, mais parce que je voulais voir comment le traitement me changeait. Je lui faisais confiance. Elle avait promis que ces photos resteraient privées. Je me suis lentement tournée vers elle. Tu les as gardées. Elle n'a pas répondu. Tu les lui as montrées. Toujours rien. Finalement, elle a parlé. Ce sont des photos de famille. Non, ai-je répondu doucement. Ce sont des photos médicales. Tu avais promis que personne ne les verrait jamais. Elle a croisé les bras. Ce sont les tiennes. Ce sont aussi les miennes. C'est moi qui les ai prises. La salle de bal a éclaté en chuchotements furieux. Ethan s'est dirigé vers le projecteur.
Sans un mot, il l'a débranché. L'écran est devenu noir. Puis il s'est retourné. Personne ne bouge. Sa voix n'était pas forte. Mais chaque conversation s'est immédiatement arrêtée. Il a regardé Mason droit dans les yeux. Tu as violé sa vie privée. Il a regardé ma mère. Tu as violé sa confiance. Puis il a regardé autour de la salle de bal. Et chaque personne dans cette pièce mérite de savoir exactement qui est vraiment clair. Il a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti une feuille de papier pliée. Ma femme ne sait pas que j'ai apporté ça. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que c'est? Il a souri doucement. Quelque chose que je porte sur moi depuis ton dernier traitement. Il a déplié la page. Ce n'était pas un discours. C'était une lettre, que je n'avais jamais vue auparavant. Il a commencé à lire. Le jour où Claire a commencé la chimiothérapie, je me suis fait une promesse. Ses mains restaient parfaitement stables. Si jamais elle oublie à quel point elle est courageuse, je le lui rappellerai jusqu'à mon dernier souffle. Partout dans la salle, les gens ont commencé à essuyer leurs larmes. Il a continué, elle s'est excusée d'avoir perdu ses cheveux. Elle s'est excusée d'être tombée malade. Elle s'est excusée d'avoir survécu. Il m'a regardé droit dans les yeux. Un jour, je passerai le reste de ma vie à la convaincre qu'elle n'a jamais eu besoin de s'excuser pour quoi que ce soit. La pièce est redevenue silencieuse. Pas un silence gênant, un silence respectueux. Puis Ethan a plié le papier. Il s'est approché de moi, s'est agenouillé, non pas pour me demander en mariage, mais pour que tout le monde l'entende clairement. J'ai ri à travers mes larmes. On est déjà mariés. Je sais, mais j'ai oublié de demander quelque chose. Quoi? Il a souri. Me laisseras-tu passer les 50 prochaines années à prouver à ta famille qu'elle a tort? Je n'ai même pas pu répondre. J'ai simplement hoché la tête. La salle de bal a explosé en applaudissements. Pas des applaudissements polis. Les gens se sont levés, ont acclamé, certains ont pleuré ouvertement. L'ovation a duré près d'une minute entière. Mason regardait la salle, complètement confus. Son plan avait échoué. Au lieu de m'humilier, il avait uni chaque personne dans cette salle de bal contre lui. Puis quelque chose s'est produit, que personne d'entre nous n'attendait. Le directeur du banquet s'est précipité vers Ethan. Il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. L'expression d'Ethan a immédiatement changé. Quoi? Le directeur a répété doucement. Ethan m'a regardé. Le directeur juridique de l'hôtel est ici. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Le directeur a répondu à sa place. Parce que plusieurs invités ont reconnu ses photos d'hôpital. Et alors? Il a pris une profonde inspiration. Le logo de l'hôpital et les informations sur la patiente étaient encore visibles sur les images. J'ai senti mon estomac se serrer. Les photos n'étaient pas seulement embarrassantes. Elles affichaient des parties de dossiers médicaux confidentiels. Le directeur a continué, l'un de nos invités est le responsable de la confidentialité de l'hôpital. Il les a reconnus immédiatement. Il dit qu'il y a de sérieuses questions sur la manière dont ces images médicales privées ont quitté l'hôpital. Tous les yeux dans la salle se sont tournés vers ma mère. Elle a soudain paru terrifiée. Pas embarrassée, terrifiée. Parce que pour la première fois de la journée, ce n'était plus une simple dispute de famille. C'était devenu une question de savoir comment des photos médicales intensément personnelles avaient été copiées, conservées, et affichées publiquement sans ma permission. Le responsable de la confidentialité est entré dans la salle. Il a regardé directement ma mère, puis a demandé calmement, « Madame Donovan, pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment vous avez obtenu et distribué ces photographies ?» Personne n'a répondu. Ma mère fixait le sol. Le responsable de la confidentialité de l'hôpital, Michael, est resté calme. Il ne cherchait pas à embarrasser qui que ce soit. Il voulait une seule réponse. Madame Donovan, ces photos contenaient des informations de traitement confidentiel. Comment ont-elles quitté l'hôpital? Maman a finalement levé les yeux.
C'est moi qui les ai prises. Monsieur a hoché la tête. Avec la permission de Claire? Silence. Non. Étiez-vous autorisé à les partager publiquement? Non. Étiez-vous autorisé à les copier à nouveau? Non. Chaque invité a compris exactement ce que cela signifiait. L'ambiance dans la salle était passée de gênante à horrifiée. Mason a soudainement interrompu. Maman n'a jamais fait le diaporama. Tout le monde s'est tourné vers lui. C'est moi. Il s'est montré du doigt. J'ai trouvé les photos sur son vieil ordinateur portable. Je pensais que ce serait drôle. Monsieur elle a regardé droit dans les yeux. Est-ce que Claire vous a déjà donné la permission d'accéder à ces images? Non. Vous a-t-elle donné la permission de les projeter devant 200 invités de mariage? Non. Il a tranquillement fermé son carnet. Merci. Pour la première fois de la journée, mon père s'est levé. Il avait l'air épuisé, plus vieux, plus petit. Il a fait face à la salle, puis m'a regardé. J'étais au courant pour le diaporama. Mon cœur s'est brisé une nouvelle fois. Tu savais? Il a hoché la tête. Je pensais que ça te forcerait enfin à arrêter de porter la perruque. Tu étais d'accord avec eux. Il n'a pas pu finir. Il a baissé la tête. J'ai continué à choisir le camp le plus facile. Cette phrase m'a fait plus mal que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Non pas parce qu'elle excusait quoi que ce soit, mais parce qu'elle expliquait tout. Mon père avait passé 30 ans à observer la cruauté et à appeler ça la paix. Ethan s'est discrètement placé à côté de moi. Tu n'as à répondre à personne aujourd'hui. J'ai souri. Non, je crois que je dois enfin le faire. J'ai marché jusqu'au centre de la salle. Pas vite, pas de façon dramatique, juste calmement. Pendant des années, j'avais imaginé me tenir devant ma famille et leur dire exactement à quel point ils m'avaient blessé. Maintenant, ce moment était enfin arrivé. Étrangement, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais fatiguée. J'ai d'abord regardé Mason. Tu as passé toute ta vie à faire rire les gens. Il a hoché la tête lentement. Mais tu n'as jamais remarqué. Tu n'étais drôle que quand quelqu'un d'autre pleurait. Son visage s'est décomposé. Puis je me suis tournée vers mon père. Tu m'as appris quelque chose. Il a levé les yeux, plein d'espoir. Tu m'as appris que le silence protège les mauvaises personnes. Il s'est immédiatement mis à pleurer. Enfin, j'ai fait face à ma mère. Elle ne pouvait même pas me regarder. J'ai passé des années à me demander pourquoi je n'étais jamais assez bien. J'ai pris une profonde inspiration. Je comprends enfin. Ça n'avait rien à voir avec moi. La maladie te mettait dans l'embarras. Tu as confondu l'apparence et la valeur. Tu aimais la version de moi qui te mettait à l'aise. Mais au moment où j'ai eu besoin d'une mère, tu as choisi un public. Personne dans la salle n'a bougé. Pas une seule personne. Puis j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai complètement retiré mon voile. Mon crâne chauve se reflétait sous les lumières. J'ai regardé autour de la salle. Mon nom est Claire Donovan. J'ai survécu au cancer. J'ai survécu à la chimiothérapie, et aujourd'hui, j'ai survécu à ma propre famille. Les invités se sont levés, un par un. Personne ne le leur avait demandé. Les applaudissements ont commencé au fond de la salle, puis se sont propagés à chaque table. Non pas parce que j'avais eu le cancer, mais parce que j'avais arrêté de me cacher. Pendant que tout le monde était debout, ma coordinatrice de mariage s'est discrètement dirigée vers le DJ. Elle lui a tendu une petite clé USB. Il avait l'air confus. Elle a souri. Claire m'a demandé de garder ça en sécurité. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Elle m'a souri en retour. Tu me l'as donné il y a 3 semaines. Alors je me suis souvenu. Le lendemain du jour où j'ai entendu ma mère me traiter de fantôme chauve, j'avais pris une décision. Je n'allais pas passer mon mariage à attendre d'être humiliée.
Je m'étais discrètement préparée à l'éventualité que quelque chose se produise. Non pas pour me venger. Pour protéger la vérité. L'écran derrière nous s'est de nouveau allumé. Cette fois, pas avec des photos d'hôpital, mais avec des dizaines de vidéos de famille, de vieux enregistrements que j'avais transférés de cassettes familiales. Le premier clip me montrait à 8 ans, en parfaite santé, courant dans le jardin, ma grand-mère riant derrière la caméra. Le clip suivant, ma mère me brossant les cheveux avant l'école, souriant, me disant que j'étais belle. Un autre, papa m'apprenant à faire du vélo. Un autre, un matin de Noël. Un autre, mon 10e anniversaire. La salle regardait en silence. Puis le dernier enregistrement a commencé. Il avait été enregistré accidentellement sur le téléphone de ma mère, 3 semaines avant le mariage. Elle ne savait pas que le dictaphone tournait encore après qu'elle l'eût placé dans son sac à main. La salle a entendu la voix reconnaissable de ma mère. S'il la voit chauve, peut-être qu'il annulera le mariage de lui-même. Puis Mason a ri. Ou alors, je m'assurerai que tout le monde la voit. Une autre voix. Mon père. On devrait arrêter. Ma mère a répondu immédiatement. Non. C'est peut-être le seul moyen pour qu'il réalise qu'elle n'est pas assez bien. L'enregistrement s'est terminé. Personne n'a dit un mot. Non pas parce qu'ils étaient choqués. Mais parce qu'aucune explication n'était possible. La vérité avait parlé d'elle-même. Ma mère a lentement regardé autour de la salle. Chaque invité, chaque parent, chaque ami. Personne n'a croisé son regard. Personne ne l'a défendu. Personne ne l'a applaudi. Pour la première fois de sa vie, il ne restait plus de public. Seulement des conséquences. Puis tante Evelyne s'est levée tranquillement. Elle a regardé ma mère et mon père. Puis a dit une seule phrase. Vous n'avez pas perdu votre fille aujourd'hui. Vous avez enterré votre place dans sa vie de vos propres mains. La salle est restée silencieuse. Dehors, les cloches du mariage ont commencé à sonner. Mais à l'intérieur, tout le monde savait que ce n'était pas la fin. C'était seulement le début de la vie que ma famille ne serait plus jamais autorisée à contrôler. Les applaudissements ont duré près de 2 minutes, non pas parce que j'avais exposé ma famille, mais parce que chaque personne dans cette salle avait enfin vu la différence entre l'apparence et le caractère. Quand la salle est redevenue silencieuse, j'ai regardé Ethan. Il a souri. Et maintenant? J'ai souri en retour. Maintenant? On célèbre notre mariage. Pour la première fois de la journée, les gens ont ri. Un vrai rire. Celui qui guérit au lieu de blesser. L'orchestre a recommencé à jouer. Le dîner a finalement été servi. Les enfants sont retournés sur la piste de danse. La réception a continué, non pas parce que tout le monde ignorait ce qui s'était passé, mais parce que personne n'allait laisser la cruauté voler une minute de plus à notre mariage. 3 mois plus tard, les conséquences sont arrivées. Pas tout en même temps, mais une décision à la fois. La commission des licences de l'État a terminé son enquête après avoir examiné les preuves de la mauvaise conduite financière de mon père et des documents falsifiés qui avaient fait surface lors du mariage. Sa licence d'entrepreneur a été révoquée. L'entreprise de construction a fermé. Plusieurs clients de longue date ont annulé des contrats en cours, non pas parce que je les ai appelés, mais parce que les archives publiques disaient la vérité. Le rôle de ma mère dans la communauté a changé tout aussi radicalement. Elle a démissionné de tous les postes de bénévoles qu'elle occupait. Pas après une dispute publique, mais après que les parents aient tranquillement cessé de lui faire confiance. La direction de l'église lui a demandé de se retirer pendant qu'ils examinaient des plaintes concernant sa conduite envers des personnes vulnérables. Pas de discours, pas d'humiliation publique, juste le résultat naturel d'années de choix. Mason a perdu la promotion qu'il célébrait depuis des mois. Son employeur avait appris ce qui s'était passé au mariage après que plusieurs invités eurent soumis des plaintes formelles concernant sa conduite et la diffusion publique non autorisée des photos médicales privées d'une autre personne. L'entreprise a conclu que ses actions violaient ses normes professionnelles. Il n'a pas été licencié parce qu'il m'a embarrassé. Il a perdu le poste parce que ses propres actions ont montré un grave manque de jugement.
Pour la première fois de sa vie, il n'y avait plus personne à blâmer. Presque un an s'est écoulé. Puis, un après-midi pluvieux, mon assistante est entrée dans mon bureau. « Claire, il y a quelqu'un ici. » Elle a hésité. « Votre mère. » J'ai regardé à travers la paroi vitrée. Elle semblait plus petite, plus vieille. L'assurance qu'elle avait portée toute sa vie avait disparu. Je suis entrée dans la réception. Elle s'est levée immédiatement. « Je ne te retiendrai pas longtemps. » Je ne l'ai pas invitée à s'asseoir. Elle m'a tendu une petite boîte. J'ai retrouvé ça. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos. Toutes les photos d'enfance qu'elle m'avait cachées au fil des ans. Des fêtes d'anniversaire, des pièces de théâtre scolaire, des voyages de camping avec grand-mère. Des matins de Noël, des photos que j'avais cru perdues à jamais. J'aurais dû te les donner il y a des années. Je les regardais. Pourquoi maintenant? Elle a répondu honnêtement. Parce qu'elles sont à toi. Il n'y avait aucune excuse, aucune tentative de justifier quoi que ce soit, seulement le silence. Puis elle a murmuré, « Je n'attends pas ton pardon. Je sais. Je voulais seulement que tu aies ce qui t'a toujours appartenu. » J'ai fermé la boîte. « Merci. » Elle a semblé surprise. « C'est tout. » J'ai hoché la tête. « C'est tout. » Elle a attendu, s'attendant probablement à une étreinte, une invitation. Une autre chance. Au lieu de cela, je suis restée tranquillement debout. « Il y a une chose que je veux que tu comprennes. » Elle a hoché la tête. « J'écoute. » J'ai pris une profonde inspiration. « Tu ne m'as pas perdu à cause du cancer. Tu ne m'as pas perdu à cause de ma perruque. Tu m'as perdu chaque fois que tu as ri pendant que quelqu'un d'autre m'humiliait. » Des larmes ont coulé sur son visage. « Je sais. » Non, ai-je répondu doucement. Je ne pense pas que tu saches. Parce que si tu comprenais vraiment, tu ne me demanderais jamais de porter un regret. Le silence a rempli la pièce. Elle a baissé la tête. Je suis désolée. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru qu'elle le pensait. Mais certaines excuses arrivent après que le pont se soit déjà effondré. J'ai souri poliment. J'espère que tu trouveras la paix. Elle a hoché la tête une fois, puis est partie en silence. C'était la dernière fois que je voyais ma mère. 5 ans plus tard, Ethan et moi avons célébré notre 10e anniversaire de mariage. La même salle de bal nous a réinvités après sa rénovation complète. Le directeur s'est souvenu de nous immédiatement. Nous espérions que vous reviendriez. Ce soir-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une jeune mariée s'est approchée de moi. Elle n'avait ni cheveux, ni perruque, juste un voile étincelant. Elle a souri nerveusement. Je voulais vous remercier. Je l'ai regardée, confuse. Pourquoi? Elle a ri. Mon oncologue m'a montré votre interview il y a des années. J'allais annuler mon mariage. Au lieu de ça, elle a touché son voile, j'ai remonté l'allée exactement comme ça. Les larmes me sont montées aux yeux. Elle m'a serré dans ses bras. Vous m'avez redonné mon courage. Alors qu'elle s'éloignait, Ethan m'a serré la main. Tu entends ça? J'ai souri. Quoi? Les gens qui ont essayé de te faire honte ont fini par donner du courage à des milliers de femmes. Cette nuit-là, alors que nous dansions sous les mêmes lustres où mon frère avait tenté de détruire ma dignité, j'ai réalisé quelque chose. Les gens demandent toujours si j'ai ruiné ma famille. Ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais exposé un mensonge qui n'était pas déjà vrai. Je ne les ai jamais forcés à faire des choix cruels. Je ne leur ai jamais appris à se moquer de la maladie. Je ne les ai jamais poussés à humilier leur propre fille. Ils ont construit cette fin eux-mêmes. J'ai simplement cessé de les en protéger. Mon frère pensait qu'en arrachant ma perruque, il révélerait ma plus grande faiblesse. Au lieu de cela, il a révélé la sienne. Et pendant qu'il passait le reste de sa vie à essayer d'expliquer une terrible décision, j'ai passé la mienne à aider d'autres femmes à croire que survivre au cancer ne les rendait jamais moins belles. Ma mère a un jour ri en disant « Le marié mérite une vraie femme ».
Elle avait raison sur un point. Il en méritait une. Et c'est exactement ce qu'il a eu.